L'histoire de Bankin, c'est l'histoire de personnes tierces qui nous disent que c'est impossible à faire. On est parti du principe que les données bancaires n'appartenaient pas à la banque, appartenaient au possesseur du compte bancaire. Ça veut dire que pendant plusieurs années, vous bossez avec cette espèce d'épée de Damoclès. Un jour, on vient de vous dire, en fait, vous n'avez pas le droit de faire ça. Absolument. J'aime beaucoup aller à Jacta Est. Il y a un moment où j'aime bien arrêter les choses, prendre la décision et en assumer les conséquences, bonnes ou mauvaises, mais y aller. Je pense qu'il n'y a rien de pire que l'indécision, de faire du surplace. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Emmanuel Costa, qui est le CTO et cofondateur de Bridge API, et également plus anciennement de CTO et cofondateur de Bankin. Merci Emmanuel d'être ici, d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir et je commence le podcast par un petit remerciement à Antoine Berthelin qui nous a mis en relation, avec lequel tu as travaillé quelques mois. Il était CTO d'intérim de Bankin. Il nous a mis en relation et je l'en remercie. Et on lui passe un petit coucou par la même occasion. Voilà, on lui passe un petit coucou. Emmanuel, est-ce que je pourrais t'appeler Manu pendant le podcast ? Absolument, tout le monde m'appelle Manu. Bon. Tu peux y aller. Bon, et ben écoute, on va partir là-dessus. Et ben Manu, avant de revenir un petit peu là sur l'expérience qui t'anime, qui est celle de Bridge API, est-ce que tu peux revenir sur... il n'y a pas non plus 12 étapes, parce qu'il y en a une très grosse qui est l'expérience Bankin, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu à ces étapes fondatrices et les débuts en fait, de Bankin ? Oui, tout à fait, ouais. Le début de Bankin, c'est essentiellement l'histoire de 4 cofondateurs, 4 amis même, qui se sont rencontrés très tôt, il y a 12 ans, en période d'études. J'ai rencontré un de mes cofondateurs pendant l'école d'ingénieur, école d'informatique, l'EPITA. Et à la fin de cette école d'ingénieur, j'ai décidé avec cet ami de partir aux États-Unis pour pouvoir voir les States et un petit peu comment ça se passait le travail là-bas. Et du coup, avec cet ami, on a fait notre stage de fin d'études dans une société en Floride, une start-up. Dans laquelle on a rencontré un autre Français qui a démissionné en même temps que nous, on finissait notre stage dans cette société. Et du coup, on est tous revenus en France, tous les trois au même moment. Donc là, ça fait 3 potes. Là, ça fait 3 potes. Il en manque un. Il en manque un. Moi, comme j'étais un petit peu foufou, je me suis dit que 5 ans d'école d'ingé, ça ne me suffisait pas. Donc, je suis reparti en école de commerce pour 3 ans. T'as fait quelle école d'ingé ? J'ai fait l'EPITA en école d'ingé. T'as dit, ouais. Et ensuite, j'ai intégré l'ESSEC à Cergy. D'accord, ok. En cycle classique grande école. Et c'est là où on a un petit peu changé de dimension, puisque l'ESSEC, il y a les personnes du business, ce qui nous manque cruellement en tant que tech, c'est un petit peu la fibre commerciale. Et on a rencontré du coup le 4e cofondateur là-bas. Et très vite, on a décidé de monter une boîte. Alors, on ne savait pas laquelle, on savait juste qu'on voulait monter une boîte. À l'époque, il y avait des cours d'entrepreneuriat. Pendant un de ces cours d'entrepreneuriat, il y avait un projet de pouvoir faire justement une simulation un petit peu de société qu'on pourrait créer. Et à cette occasion, il y a eu un proof of concept de connexion aux banques. On a développé des petits programmes qui permettaient de se connecter aux banques et de récupérer les informations. Le sujet, c'est vous qui l'avez choisi ? C'est nous qui l'avions choisi. D'accord, ok. Ouais. Le sujet, il venait de vous, quoi. C'était pas un sujet de cours, quoi.
Non, c'était vraiment il fallait créer un projet qui pouvait devenir éventuellement une entreprise en cours d'entrepreneuriat. Et le prof nous avait dit que de toute façon, c'était pas possible de pouvoir se connecter aux banques. Sauf que quand on a montré le projet, ben, ça récupérait déjà vraiment les informations depuis le site de notre banque. Et c'est un petit peu comme ça que l'idée est née, avec un premier proof of concept assez rude. Et très vite, l'idée aussi, c'était le début des smartphones, et notamment le lancement de l'iPhone premier du nom. Et on a vu quelque chose, c'est que il allait y avoir un besoin de la part des gens, et notamment des jeunes à l'époque. Nous, on arrivait très mal à gérer notre budget. C'était vraiment un des points. Comment on fait pour pas être à découvert à la fin du mois? Parce que c'est compliqué, il faut se connecter sur le site de sa banque, rentrer ses identifiants, regarder, et là, je suis à découvert. Ah bah mince, c'est déjà trop tard. J'ai déjà les agios qui vont tomber. Comment on fait pour ne plus être dans cette situation-là? Du coup, on s'est dit, déjà, tout le monde va avoir un téléphone. Donc, on va porter ce qu'on a déjà commencé à faire sur mobile. Et on va surtout pousser l'information à l'utilisateur avant d'être dans une situation précaire. Et pour ça, du coup, on a utilisé ce qui commençait aussi à apparaître technologiquement sur le mobile, tout ce qui est les push notifications. Aujourd'hui, on connaît très bien parce qu'on en est inondé, mais à l'époque, ouais, aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. Et de recevoir tous les jours une petite notification avec le solde de son compte. Et voilà un petit peu comment l'histoire a commencé. Et on a lancé... Donc le besoin, c'est vraiment ça, quoi. C'est bon, on veut plus être à découvert. On veut plus être à découvert, tout à fait. Ok. Et juste, toi, t'es rentré à l'ESSEC et t'as rencontré le quatrième larron, qui s'appelle d'ailleurs peut-être Johan Berkovic. Ok. Et les deux autres ont fait le même choix que toi. Vous avez tous fait le master à l'ESSEC ou comment ça s'est passé? Alors, sur les 4, on est 3 à avoir fait l'ESSEC. Le quatrième a voulu créer son truc perso qui n'a pas vraiment fonctionné à l'époque, et du coup, fort de cette expérience, il avait bien compris déjà que tout seul c'était compliqué, et c'est pour ça qu'il nous a rejoints, en se disant qu'avec un groupe établi de plusieurs personnes, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir avancer, de pouvoir se motiver, puisque quand on a 20, 22 ans, 23 ans, c'est ce qui est le plus dur, c'est de se dire ok, là je suis en train de créer quelque chose, je ne sais pas si ça va me rapporter de l'argent, je ne sais pas si je vais pouvoir remplir mon frigo, mais je suis entouré, j'ai des gens qui sont motivés avec moi pour y aller, et c'est ça qui fait la différence, je pense, au début. Ok. Ok. Et le POC, du coup, en fait, vous avez toute une année finalement de. Enfin, c'est peut-être un POC vous faites toute l'année, c'est 2-3 mois, parce que du coup, ouais, vous avez eu le temps de maturer l'idée, le POC, tout en étudiant en fait. C'est un des facteurs clés de succès du sujet pour vous, d'avoir ce temps-là de réflexion? Oui, je pense que de toute façon, dans ce genre d'expérience, ce qui nous a vraiment aidé, c'est de pouvoir se lancer le plus rapidement possible sur le store, justement. Donc, de pouvoir publier une version de l'application qui, tout de suite, a pu être téléchargée par des utilisateurs. Alors, au début, c'est forcément les amis. Sans budget pub, c'est compliqué de se faire connaître. Mais à l'époque, il y avait quelques moyens qui nous ont permis d'accélérer. Au début, c'est essentiellement les amis. Et déjà, ça permet du coup d'avoir des retours, aussi de franchir, de voir si les gens franchissaient le Rubicon, dans le sens où est-ce qu'ils allaient rentrer leurs identifiants bancaires dans une application, parce que c'est quand même la base. Est-ce qu'ils vont faire confiance aux tiers? Est-ce qu'ils vont faire confiance aux tiers? Il s'est trouvé que oui, les gens avaient confiance, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé pour renforcer cette confiance tout au long des années où on a construit Bankin à l'époque, pour que ce soit plus un sujet du tout à la fin. Parce que vous vous en rendiez compte que quand il fallait rentrer les identifiants, vous perdiez du monde ou pas? Oui, toujours. Il y a toujours eu au début, c'est le moment. Au début, il y a toujours eu un drop
de conversion à ce niveau-là sur les toutes premières années. C'est aussi l'époque où la sécurité informatique, etc., c'était des choses qui étaient quand même beaucoup moins formalisées, beaucoup moins sensibilisées aussi. Il y avait quand même, c'était l'apparition des arnaques carte bleue sur les sites e-commerce, etc. Donc il y avait tout un univers qui était encore pas très formalisé et les gens avaient un petit peu moins confiance. Ça s'est construit et ça s'est réglé par la notoriété de la marque. Essentiellement, à partir du moment où on a commencé à vraiment être connu, à être relayé dans la presse, sur Internet, naturellement, ce souci a complètement disparu. Et alors, du coup, je reviens sur un truc que tu as dit, c'est le prof vous a dit c'est impossible. C'est impossible d'aller chercher vos informations bancaires. Techniquement, enfin voilà, c'était quoi les contraintes techniques, juridiques, réglementaires, fonctionnelles Parce qu'apparemment, vous avez réussi à, vous avez hacké le truc. Enfin, il n'y a pas de notion de hacking, mais finalement, c'était pas tant une contrainte que ça. Alors, l'histoire de Bankin, c'est l'histoire de personnes tierces qui nous disent que c'est impossible à faire. Les 10 ans, là. Fameux professeur que je salue de l'ESSEC, en passant par certains investisseurs, les banques évidemment. Donc, comment ça s'est construit? Tout simplement au départ par un mécanisme de scrapping des banques. Donc une navigation automatisée sur les sites internet pour pouvoir récupérer l'ensemble des informations qu'il y avait. Et ensuite, et ça c'est intéressant au niveau legal, au niveau juridique, c'était pas forcément quelque chose qui était limpide dans la réglementation à l'époque. Et là où on a été vraiment assez précurseur, sans nous lancer des fleurs, c'est qu'on est parti du principe que les données bancaires n'appartenaient pas à la banque, mais appartenaient au possesseur du compte bancaire. Donc on a un petit précurseur un petit peu sur la RGPD au niveau des détenteurs de la data et de leurs droits d'accès. Quand tu dis vous êtes parti du principe que... On a construit... Il y a un vide juridique là-dessus Enfin, il y avait un vide juridique Tout à fait. L'accès comme ça au site internet des banques, c'était absolument pas couvert par la réglementation. On sait que la réglementation a souvent un train de retard par rapport à ce qui se passe sur le marché du numérique. L'encadrement de notre activité officielle est venu bien après, plusieurs années après, et c'est venu par l'Europe. Parce que l'Europe a la volonté notamment d'ouvrir la concurrence et de construire un marché du paiement et un marché bancaire qui soit vraiment unifié et ouvert à l'innovation. Ça veut dire que pendant plusieurs années, vous bossez avec cette espèce d'épée de Damoclès juridico-légale qu'un jour on vient de vous dire en fait vous n'avez pas le droit de faire ça, quoi. Absolument. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous a pas mal retardé dans la levée de fonds, puisque au début, ce sont des business angels qui nous ont fait confiance, mais ça bloquait au niveau des fonds d'institution, des fonds d'investissement institutionnels, puisque c'est des organismes, des sociétés qui ont des départements légaux, qui levaient des red flags systématiquement là-dessus. Et c'est à partir du moment où la législation s'est vraiment actée que ça nous a ouvert les portes du financement conventionnel tel qu'on le connaît et qu'on a pu avoir accès aux fonds d'investissement et vraiment accélérer. Et ça, c'est quelle année? Enfin, c'est combien de temps après le démarrage de Bankin et c'est quelle année? Alors, en fait, il y a eu un premier fonds qui nous a fait confiance parce que c'était une banque, la Banque Odo, qui, elle, étant dans le milieu déjà financier, savait que la loi en question, donc la DSP2, la directive sur les paiements numéro 2, allait passer. Et du coup, a anticipé un petit peu ce passage-là, et en ce sens que du coup, elle a investi chez nous avant que la loi soit passée, parce qu'elle avait vu l'évolution du marché. Elle sentait le truc, quoi. Ok. Et alors, du coup, tu m'as pas dit... Donc, vous avez fait le pari, et vous êtes parti du principe que les données appartenaient à l'utilisateur.
et pas à la banque. Et une fois que tu pars de ce principe-là, comment on fait quand même pour y accéder, enfin, techniquement On a des connecteurs qui naviguent automatiquement, donc par l'intermédiaire du scrapping, hein, qui vont cliquer, remplir les champs à la place de l'utilisateur de façon tout à fait automatisée, et qui vont scanner les pages de résultats et en extraire l'information. Et la force du coup de notre solution qu'on a construite et qu'on utilise toujours, c'est de cette information qui est par nature hétérogène, hein, puisque elle est présentée différemment selon le site des banques. On l'a cleané déjà, donc on a un ensemble d'algorithmes qui vont simplifier les libellés des transactions, catégoriser en fonction des mots-clés. Et ensuite, on va avoir une technologie qui va rafraîchir régulièrement les comptes bancaires plusieurs fois par jour pour pouvoir pousser l'information à l'utilisateur. D'accord, ok. Donc tous vos utilisateurs de 5-6 fois par jour en tâche de fond vont se connecter à la banque et voir ce qui s'est passé et s'il y a une info à pousser, ils la poussent quoi. Alors c'est 2 fois par jour, Ah, c'est... parce qu'on a remarqué qu'en fait, si on passait 5 ou 6 fois, ça servait à rien, parce que de toute façon, les banques ne mettaient à jour les soldes qu'environ 2 fois par jour. Une fois le matin très tôt et une fois l'après-midi. Ok. Leur back-end passe les écritures en mode batch à intervalles réguliers, mais pas aussi souvent que ça. Et du coup, 2 fois par jour, ça nous suffisait pour avoir l'information la plus fraîche sur les comptes de nos utilisateurs. Et du coup, on vous a mis des bâtons dans les roues pour que ça puisse moins bien marcher ou pas? Enfin, non, mettre des bâtons dans les roues, c'est un peu fort. Enfin, c'est peut-être pas la bonne expression, mais tu disais, l'histoire, ça a été euh, de se heurter à des gens qui nous ont dit toute l'histoire, c'est pas possible, quoi. Oui, on a eu des banques qui ont essayé de nous bloquer, malgré l'argumentaire qui maintenant s'était imposé comme quoi l'utilisateur avait le droit d'utiliser et d'accéder à ces données par le mandat qu'il nous donnait. Et c'est un petit jeu du chat et la souris qui a duré jusqu'à l'arrivée de la DSP2, qui a obligé les banques à construire des API sur lesquelles on se connectait pour pouvoir récupérer l'information. Ok. Et du coup, ces premières années sans fonds d'investissement, des années un peu de vache maigre, j'imagine. C'est plus que des années de vache maigre. Là, ça faut le dire aussi, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pas que... C'est des années de galère, mais sur lesquelles je garde d'excellents souvenirs. Deux de mes associés qui s'étaient endettés pour pouvoir financer le début de l'entreprise. Un autre qui était au RSA. Et moi qui avais la chance d'avoir été en apprentissage et qui du coup avait pu toucher le chômage pendant cette partie. Donc c'est des allers-retours à Pôle emploi, essayer de faire comprendre que non, je ne recherche pas vraiment de travail puisque je suis en train de construire une entreprise. Et pour pouvoir continuer à toucher ce chômage avant de pouvoir finalement lever des fonds et pouvoir se payer en bonne et due forme. Ok. Et bon, c'est pas souvent. Enfin, j'ai reçu pas mal de CTO qui sont co-founders, qui arrivent soit au tout début, feuille blanche et autres. Et bah vous lancez. Et c'est pas souvent. On s'aperçoit que c'est pas souvent que dès la première expé, ça fonctionne quoi. Enfin, je veux dire, toi, c'est ta première expérience entrepreneuriale, sortie d'école, pas forcément un gros background sur tous les métiers de l'entreprise. Et ça fonctionnait quand même, mais j'imagine il y a des murs que vous êtes pris, il y a des conneries qui ont été faites, il y a des choses que tu referais différemment, il y a des moments un peu chauds que tu partagerais. Il y a eu des moments où on
on était au bord de la ligne rouge, hein, de ne pas avoir d'argent, de devoir fermer. Euh, c'est dans ces moments-là qu'on essayait de trouver toutes les ressources possibles. Et je pense que c'est passé par d'avoir une cohésion sans faille, hein, des quatre. On s'est dit qu'on allait tenir, qu'on n'allait pas se payer, qu'on allait faire en sorte de dégager un petit peu de chiffre d'affaires en essayant de commercialiser certaines features, etc. Et c'est d'ailleurs un petit peu dans ce contexte-là qu'on a lancé la version premium de l'application. Ah, parce que du coup, le business model, quand on parle de choses, de leçons d'apprentissage, le business model, au départ, ça marchait comment? Vous vous rémunérez comment? C'était la pub? C'était quoi? Alors non, au début, on a été assez naïf pour penser que le modèle freemium allait nous emmener vers les étoiles. Donc, pour ceux qui connaissent pas le modèle freemium, c'est la base de l'application gratuite et un ensemble de features avancées pour les power users, comme on les appelle maintenant, payantes. Et du coup, sous forme d'abonnement, hein, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui dans l'application, c'est la capacité de pouvoir exporter ses comptes sur Excel, de pouvoir ajouter des comptes pro. Mais aujourd'hui, on le sait, hein, avec tout le recul qu'il y a eu sur le marché, le pourcentage de gens qui payent, il est infime sur la base totale des utilisateurs gratuits. Et du coup, il faut une énorme base gratuite pour pouvoir être rentable. Et du coup, d'énormes efforts marketing et du coup beaucoup de capital pour faire de la pub. C'est une erreur que vous avez faite, vous, de partir sur le modèle freemium ou pas, selon toi? Au début, non, parce que ça nous a permis de manger. Clairement, faut savoir qu'il y avait un état d'esprit un petit peu différent il y a une dizaine d'années. Les gens payaient aussi pour soutenir. Même s'ils n'étaient pas intéressés, ils payaient quand même pour soutenir les gens qui avaient derrière, etc. Il y avait un petit peu cet esprit qu'on retrouve un petit peu sur le streaming aujourd'hui, hein, clairement, hein, qui s'est évidemment un petit peu perdu quand tout le monde a demandé à ce qu'on paye pour des features supplémentaires. Et c'est là où il a fallu un petit peu pivoter et trouver d'autres sources de monétisation. Du coup, les pivots de monétisation, vous avez fait comment? Le plus gros pivot qu'on ait fait avant que je parte, c'est la capacité à pouvoir offrir ce qu'on a appelé un coach financier. Notre capacité de pouvoir récupérer l'ensemble de tous les comptes bancaires d'un utilisateur, ça nous offrait une vue à 360 degrés sur la finance personnelle de la personne. Et du coup, on était capable d'analyser son PEA, son assurance vie, s'il en avait, s'il n'en avait pas, les taux qu'il avait, son crédit immobilier, et de lui proposer des conseils qui étaient totalement adaptés à sa situation pour pouvoir gagner de l'argent. Ton crédit immobilier, là, tu payes trop cher ton taux. On va te proposer un partenariat avec une société qui va te permettre de renégocier et de gagner 5 000, 10 000, 15 000 euros. Idem pour tes placements. Et du coup, on s'est positionné en apporteur d'affaires. Sur la partie, ok, conseil et apporteur d'affaires, quoi. Voilà. Ok. Et alors, du coup, sur cette expérience, j'imagine, les premières années, vous êtes 3 à développer? Vous êtes plus les 3 de l'EPITA, vous êtes 3 techos? 3 à développer. Ok. C'est quoi les rôles, du coup, vous êtes scindé des rôles un peu en particulier ou pas du tout? Alors, il y a un de mes cofondateurs qui a été CTO pendant très longtemps. Moi, je suis devenu VP Engineering. Et donc, j'ai chapeauté tout ce qui concernait notamment le back-end et plus tard les équipes data. Et un autre qui a plutôt voulu rester côté dev, pour le coup. Et qui du coup a continué vraiment à développer, notamment tout ce qui concernait la partie connexion avec les banques. D'accord, ok. Et au tout début, vous aviez scindé des responsabilités, quand vous étiez que 4? Non, on faisait tout. Même
la personne qui était pas technique, Johan, elle faisait même les logos de l'application sous PowerPoint. C'était vraiment la grande débrouille. Ok, ok. Et pour avoir un ordre d'idée, euh, Bankin, là, sur la fin, quelle taille, quelles équipes, vous êtes combien? C'est 60 personnes avec un bon tiers de personnes techniques et plusieurs millions d'utilisateurs qui se connectaient et plusieurs dizaines de millions de comptes bancaires rafraîchis par jour. Ok, et donc toi, tu étais responsable de toute la partie back-end des data, du coup. Alors à la fin, je suis devenu CTO, suite au départ notamment de certains des cofondateurs. Donc j'ai repris l'ensemble du scope qui à l'époque était du coup le front-end, les applications, le back-end, la data et la partie sécurité qui a toujours eu une place très importante chez nous. Ah bah alors, et on peut en parler un peu de sécurité? Oui, tout à fait. Bah, vas-y, allons-y alors. Déjà, par la nature même de notre activité, on manipule des données bancaires. Et ça nous oblige, déjà vraiment professionnellement, à avoir un niveau de sécurité au top. On a toujours beaucoup investi, notamment en termes de personnes, en personnes d'équipe, en matière de tools également, tout ce qui concerne l'écosystème de produits qu'on peut utiliser pour pouvoir scanner, détecter, etc. Du coup, aujourd'hui, chez Bridge, sur une équipe de 60 personnes, il y a 5 personnes dans le département sécurité. Donc, c'est quand même 10% des effectifs. Ouais, non, oui, c'est pas neutre, ouais. Non, avec un budget également qui tourne autour de tout ce qui concerne voilà, les tools, le programme de Bug Bounty, qui est aussi assez conséquent pour pouvoir tester régulièrement tout ce que l'on fait. Donc du bug bounty, des tests d'intrusion, 5 personnes dédiées à la sécu. Des profils différents? Tout à fait. Alors, ils ont tous un profil différent. Donc, c'est vrai que c'est une équipe vraiment multi-casquette. On a, de façon assez classique, un Head of Security, qui est le RSSI. On a un ingénieur Blue Team, donc contre-attaque. Un Red Team, donc attaque, qui est chargé du coup de lui d'essayer d'embêter la Blue Team. D'embêter la Blue Team. Un DevSecOps pour inclure un petit peu toutes les vérifications de sécurité dans les process de déploiement, dans la gestion de l'infrastructure. Et ensuite, on a une partie de gestion des droits un peu plus classique qu'on appelle le service desk pour pouvoir aussi assurer le côté interne de la sécurité. Ok. Et, des tips à donner sur ce qu'il faut vraiment pas rater en termes de sécu ou pas, sur DevSecOps notamment ou autre? Il faut pas sous-estimer la partie process et la partie culture dans l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on voit, nous on regarde très régulièrement toutes les entreprises qui qui ont des problèmes de sécurité. Toutes les boîtes SaaS, on en voit tous les jours qui ont des fuites de données, qui ont des problèmes, leur base de données se retrouve publiée sur le darknet. On essaie toujours de comprendre d'où ça vient, comment c'est arrivé, par quel biais. Très souvent, ce sont des erreurs internes qui ont conduit à ce genre de situation. Du phishing, des outils SaaS mal configurés. Et du coup, à chaque fois, on essaye de renforcer nos process internes et surtout d'éduquer notre équipe au global au phishing, aux choses qu'il faut faire et pas faire, aux règles, parce que on sait qu'un des gros vecteurs d'attaque peut passer par là.
Et la partie formation, ça se matérialise comment? Tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, il y a une demi-journée qui est dédiée à ça pour former les équipes Alors, et former, éduquer. alors il y a deux grands modules qu'on anime. Le premier, c'est ouvert à tout employé de l'entreprise. Ça va se manifester par deux actions principales. Le premier, c'est tout le monde, à son arrivée, passe par un onboarding sécurité, où Ah ouais? Ok. il va du coup, dès son premier jour, apprendre à utiliser GPG, à savoir comment on demande les droits sur Okta, voilà, un petit peu à maîtriser l'écosystème dans lequel il arrive. Et ensuite, il sera régulièrement, malgré lui, soumis à des tests de phishing ou autres, pour qu'il soit toujours alerte au bout de 6 à 12 mois et qu'il ne clique pas n'importe où et qu'il ne rentre pas ses mots de passe n'importe où sur des sites où on n'a pas vérifié l'URL. Donc ça, c'est la Red Team, ça. Tout à fait. Ok. Et en parallèle, parce que ça marche moins bien sur les techs qui sont un petit peu sollicités beaucoup et un petit peu plus, on va dire, aux aguets. On a des vraies, du coup, sessions de formation pour les équipes techniques, pour les développeurs, organisées par l'équipe sécurité, où là, on va les faire travailler sur des ateliers, soit des catch the flag, soit carrément sur des exercices de cryptographie, ce genre de choses, pour qu'ils puissent vraiment, là, d'un point de vue purement technique, se rendre compte de comment les attaquants font pour pénétrer dans des systèmes, histoire que ça les sensibilise quand eux codent et qu'ils aient le réflexe de checker les inputs qui vont passer dans leur contrôleur, de faire attention au filtrage, à la façon dont ils designent, dont ils architectent leurs produits et leurs services. Et il y a bon, ça faisait partie des choix un peu, je pense, structurants de la boîte, quoi, d'avoir quand même une équipe forte côté sécurité. Il y a d'autres choix d'orgas, d'équipes, ou de choix techniques que vous avez fait qui ont été un peu structurants, facteurs clés de succès, ou peut-être des choix que tu regrettes? Alors, il y a un choix qui a souvent beaucoup étonné les gens à qui j'en ai parlé, c'est qu'il n'y a jamais eu de QA, de poste de Ouais. testeur. Alors ça, pour le coup, et tu le dis aujourd'hui, ça peut étonner, quoi. Oui, ça peut étonner, et c'est toujours Ça le cas. étonne, en fait, tout Ça court. étonne, et c'est toujours le cas. Euh, c'est un choix que j'ai fait pour mon équipe. Euh, j'ai toujours trouvé que l'absence de QA permettait de mieux responsabiliser les développeurs face à ce qu'ils faisaient. Pour ça, du coup, on a organisé en fait la journée, le travail d'un développeur autour de plusieurs points de passage où chacun était porteur de la QA. C'est un petit peu l'idée du if you break, avec mon anglais, if you break it, you fix it. Si c'est toi qui l'as cassé, c'est à toi de le réparer. Et ça a permis d'avoir un vrai ownership de tous les développeurs face à ce qu'ils faisaient. Et avant d'appuyer sur le bouton de déploiement en production, ils réfléchissaient toujours à deux fois. Et ça permettait au final d'avoir une qualité de ce qui passait en prod, à mon sens, qui ne nous a jamais posé problème. Il y a toujours eu un très très gros niveau de qualité grâce à ça. Après, ça se compense évidemment parce que ça se fait pas tout seul. Il faut évidemment du coup assurer au niveau des tests automatisés, au niveau de l'ensemble de la chaîne de déploiement pour que tout soit aussi Mais du coup, vérifié ça c'est automatiquement. les devs chez toi qui s'occupent d'automatiser leurs tests. Oui, tout à fait, oui. Ouais, ok.
Et pas de QA au niveau automatisation de tests, test U, test d'intégration, sur la partie test fonctionnel aussi. Il n'y a pas de recette fonctionnelle. Alors, tout est automatisé, on a différents niveaux de tests, hein. On a tous les tests que tu as cités, tests unitaires, tests d'intégration, smoke test. Ensuite, on a des tests fonctionnels de bout en bout qui sont faits par des outils qui vont jouer un ensemble de scénarios de façon automatique sur une API de pré-prod qui vont conditionner tout simplement la promotion en production au succès de ces tests-là. Et ça, c'est les devs qui font aussi. C'est les devs qui vont. On leur a un peu simplifié la tâche. Il y a des outils très sympas maintenant. C'est quoi que vous utilisez, vous? On utilise Orenscope, qui est un outil un petit peu... Ouais, je connais pas. Presque WYSIWYG. Tu vois, on peut mettre différents blocs qui exécutent différents steps. À chaque fois, il y a des assumptions qui sont validées ou pas. Et ça permet du coup de jouer et de tester l'ensemble d'une API, parce que nous, on fait une API évidemment, de bout en bout et sur tous les scénarios que l'on souhaite. Ok. Et ouais, bah écoute, c'est un choix qui est étonnant, quoi, mais intéressant de le partager. Il y en a d'autres comme ça? C'est bien déjà. Oui, c'est bien déjà, et c'est vrai que ça a été aussi un critère de recrutement pour nous, hein, parce que les gens qui sont prêts à pouvoir aussi gérer l'ensemble de cette chaîne et porter cet ownership-là, ça fait partie du coup aussi de l'état d'esprit des gens qu'on voulait qu'ils nous rejoignent. Dans ces choix-là aussi, c'est de par notre taille, hein, c'est de pas séparer l'équipe SRE de production de l'équipe back-end. Un petit peu dans le même esprit. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de sociétés qui séparent la partie purement build de la partie exploitation. Pareil, nous, on a fusionné les deux en organisant pareil le temps de travail par des mécanismes de responsabilité tournante pour pouvoir assurer la maintenance et l'exploitation de la plateforme à tour de rôle. Et ça a permis, notamment pour les développeurs, un effet de bord positif, hein, de monter en compétence sur AWS, parce qu'au final, quand on commence à pas mal automatiser les choses, les développeurs back-end construisent leur projet, le ship en production, sans vraiment du coup connaître ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne sur AWS, où c'est ordonnancé, les services qui sont derrière. Et du coup, avoir cette partie-là SRE, ça leur a permis de développer de vraies compétences sur AWS, de connaître les services, de connaître comment ça fonctionne, de détecter quels étaient les effets de bord de leur code possibles sur les services. Et du coup, pour certains, de vraiment monter en compétence sur la partie cloud. Et tu parlais de recrutement, parce que tu as dit, voilà, du coup, au final, c'est des choix structurants dans l'orga et dans le mindset qu'on recherche. Ça a été un frein au recrutement ou ça a été un facteur de motivation? Enfin, tu l'as ressenti comment, en fait? Et comment vous filtrez? Vous êtes jamais trompé, justement, sur le mindset des... Comment vous faisiez pour pas trop vous tromper? On se trompe souvent. De façon tout à fait honnête, le recrutement, c'est un des exercices les plus compliqués pour un CTO et je pense plus globalement pour une startup. Je pense qu'il faut être très humble sur la question. Les process de recrutement, on les a retournés 1 millier de fois. On a essayé toutes les formules possibles et imaginables. Ce qui marche aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, c'est avoir des process courts, avoir des process
rapide, en peu d'étapes, euh, sur lesquelles on se forge une conviction à 100%. Donc pour ça, on implique le maximum de personnes sur le minimum d'entretien. Donc il y a 2 à 3 personnes de nos équipes sur en général 3, pas plus de 4 étapes. Il y a systématiquement, quel que soit le job, y compris dans les T'as 3 ou 4 étapes quand même? Ouais. Oh, bah, ça commence à être un process Alors, court, pas forcément, quoi. Alors, si j'ai inclus le premier call, hein. Ok. J'ai inclus le premier call. En général, nos process, c'est un premier call, un test technique, Ouais. peu importe d'ailleurs que ça soit dans la tech ou pas. Un test de fit, donc discussion, etc., avec les membres de la future équipe, et un final call avec le manager pour boucler la proposition. Ok, et ça, vous arrivez à le faire Vous essayez de le boucler en... En général, entre 2 semaines et 3 semaines maximum. Ok, ok. Et s'il n'y a pas une adhésion sans any doubt out, quoi. Exactement. Systématiquement, quand on a pris quelqu'un et qu'on avait un doute, le doute s'est confirmé par la suite et on a fait le choix d'y aller uniquement si on était certain. Et de façon aussi tout à fait transparente, on le dit systématiquement aux candidats. L'idée, c'est d'être très clair et très franc déjà sur la mission, sur ce qu'il va faire au quotidien, qu'il accepte le poste en connaissance de cause. Sur vraiment, du coup, voilà, ta journée, tu risques d'être confronté à telle ou telle tâche, tu vas travailler avec telle ou telle personne sur tel ou tel projet. Et c'est aussi cette clarté, je pense, et c'est vraiment cette franchise qui permet, parce que le recrutement, c'est toujours, voilà, c'est essentiellement une entreprise et une personne qui se rencontrent. Et je pense qu'il ne faut pas cacher les choses et être vraiment le plus franc possible sur ce qui va se passer pour que aussi le candidat ait toutes les cartes en main pour y aller. Et du coup, aujourd'hui, voilà, quand on est sur bah voilà, les candidats, ils rencontrent quand même 6, 7, 8 personnes au final. Vous rencontrez 10 candidats, vous en retenez quoi? 1, 2, 3? Oui, dans ce ordre-là. Hein. C'est cet ordre-là. Ok. Et Après, ça dépend, pardon, excuse-moi, mais ça dépend beaucoup du secteur, notamment dans la tech. Ouais, je parlais plutôt côté tech, ouais. Il y a des côtés sécurité, par exemple. Ça dépend un petit peu du marché, mais en ce moment, c'est très, très dur. Dieu merci, on recrute personne. Parce que c'est très, très compliqué de pouvoir recruter dans la sécurité, surtout depuis la RGPD, etc., où il y a énormément d'entreprises qui ont recruté sur le secteur. Voilà, il y a des tensions un petit peu partout, mais c'est particulièrement aigu dans certaines spécialités de la tech. Ok. Et pas très bien. Moi, j'avais envie qu'on bascule un peu vers l'expérience qui t'anime aujourd'hui, mais bon, et faire le pont, si j'ose dire, entre banking On l'a jamais fait. Je l'ai fait sans le vouloir, entre banking et bridge, parce que du coup, c'est assez lié. Comme contexte, comment se passe la fin de banking? Tu revends, ça se découpe, comment ça se passe? Déjà, c'est un petit pincement au cœur, parce que c'est 10 ans de ma vie et une page tournée à ce moment-là. On arrive à une étape où, depuis quelques années, on a 2 activités. On a une activité, du coup, B2C, banking, et en parallèle, on a commencé à construire cette partie B2B qu'on a appelée Bridge, sur lesquelles
grâce à la technologie sous-jacente de banking, d'agrégation de comptes et de virements bancaires, on a pu développer une API qu'on commercialise auprès de sociétés qui, du coup, nous intègrent. Et on arrive, du coup, à une étape où on se dit qu'on aimerait accélérer sur cette partie B2B. Et du coup, assez classique, on se dit qu'on va vouloir faire une levée de fonds, construire quelque chose autour du paiement, où on sent qu'il y a vraiment des enjeux, d'ailleurs, qui dépassent le cadre national, puisque c'est directement au niveau de l'Europe, où il y a des projets de pouvoir notamment se défaire du duopole Visa Mastercard et de développer une solution qui soit européenne de paiement. Et ça, tout le monde le comprend bien, et notamment les fonds d'investissement et les banques, dont deux vont décider de nous accompagner dans cette nouvelle aventure, à savoir Truffle Capital et BPCE, qui vont décider d'investir, mais d'investir que sur cette partie B2B bridge. Aussi parce que l'idée, c'est de pouvoir focus les moyens et la levée de fonds sur une seule des deux activités et de ne pas se disperser. Donc à cette occasion, on décide de revendre Bankin à nos actionnaires historiques et de séparer l'activité tant de façon juridique que de façon technique. Et jusque-là, pour des raisons de synergie de coûts, on avait tout au même endroit techniquement. Donc un seul back-end avec une cinquantaine de microservices entremêlés qui s'appelaient tous les uns les autres et qui faisaient vivre du coup nos services. Et on se retrouve dans une situation où il faut tout découper en deux et il faut que Bankin soit autonome techniquement. On s'ensuit un chantier dans lequel on a été aidé par une société qu'on a prise et qui a duré 1 an et qui s'est achevé la semaine dernière, pour tout dire. Ah bah c'est tout récent quoi. C'est tout récent. Un gigantesque chantier qui a découpé, rationalisé, séparé et créé les ponts entre Bridge et Bankin pour que les deux sociétés puissent opérer en totale autonomie technologique. Ok, donc le pourquoi, c'est vraiment c'est l'envie d'avancer sur la partie B2B et les actionnaires qui sont prêts à investir, qui n'investissent que sur une partie de l'activité. Sinon, tu n'aurais pas forcément revendu la partie banking, quoi. Oui, on aurait pu continuer, hein. Il y avait des visions qui auraient pu mêler les deux, etc. Mais sans lever des fonds vraiment très conséquents, ça aurait été difficile de pouvoir maintenir les deux activités en parallèle. Il y a vraiment la question de se dire que à un moment, le plus, c'est un petit peu l'ennemi du bien. Il faut vraiment pouvoir se concentrer sur une stratégie très claire qui est toujours du coup le paiement par virement. Et c'est ce sur quoi on veut se développer, on se développe aujourd'hui. Et ça nous a permis de mettre les 20 millions qu'on a levés. Félicitations. Complètement du coup en face de cette stratégie-là. Ok. Et les ambitions de Bridge justement sur le développement produit, fonctionnalité, enfin voilà, c'est quoi vos ambitions? Alors l'ambition qui est telle qu'on la vend aujourd'hui, c'est vraiment de faire du virement un moyen de paiement du quotidien. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer de façon très simple, au moment de régler son panier e-commerce, Ouais. je vais avoir payé par carte bleue, payé par PayPal et payé par virement bancaire. Et derrière, il y aura notre technologie qui permettra de régler son panier facilement par un virement. Et là, je te vois regarder de façon en disant quel est l'intérêt. Ouais, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt, il y a un intérêt marchand déjà très fort. Pourquoi? Parce que le moyen de paiement carte aujourd'hui, c'est celui qui est le plus fraudé.
mais le moyen de paiement virement, c'est celui qui est le moins fraudé. Et ça, c'est la Banque de France qui le dit aujourd'hui. Donc déjà, il y a une certaine sécurité pour le marchand à proposer ce moyen de paiement, parce qu'il sait qu'il y aura beaucoup moins de fraude. Une question de plafond. Et du coup, sur certains secteurs, e-commerce, où il y a des gros paniers, l'ameublement, le voyage, ils ont beaucoup d'échecs de paiement vis-à-vis des plafonds de la carte. Or, sur les virements, ces plafonds sont beaucoup plus élevés. Du coup, ils ont plus de succès en passant par le virement. Plus besoin d'une carte Visa Premier, quoi. Voilà, tout à fait. C'est ça que tu veux dire. Tu veux hacker les Visa Premiers. Et le troisième point assez fort, c'est qu'on n'est pas forcément en concurrence frontale avec la carte. On peut être en deuxième recours de la carte, notamment dans tout ce qui concerne un use case qu'on appelle le recouvrement. Tous les paiements en plusieurs fois qu'on voit proliférer sur tous les sites e-commerce, en fait, il se trouve que souvent le premier débit carte sur une échéance de 3 fois, par exemple, passe avec succès, puis le deuxième et le troisième, et il ne passe plus. Soit il n'y a plus d'argent, soit il y a encore eu des problèmes. Donc tu sécurises l'e-marchand, quoi, par exemple. Donc là, si ma deuxième échéance a été refusée, plutôt que de proposer de payer par carte où je saurais que c'est un échec, je vais proposer le virement. Et du coup, je maximise pour le marchand la capacité à pouvoir récupérer son argent dans ce paiement plusieurs fois. Ok, et pour que ça fonctionne, du coup, le paiement par virement bancaire, c'est quoi, contrainte technique, enfin, c'est quoi que vous mettez en place? Alors, nous, on a vraiment aussi pris Alors, on a fait un choix. On est parti du principe que... on développe une API qui est faite par des techs pour des techs. Donc, on a travaillé à fond tout ce qui concernait la documentation, les exemples, l'accompagnement du développeur pour que vraiment il se sente comme chez lui quand il va intégrer notre solution. Évidemment, au-delà de ça, ensuite on a des plugins clés en main qui vont s'intégrer dans toutes les plateformes de CMS ou les plateformes e-commerce comme Shopify, PrestaShop, etc. où là c'est du one-click install et tu peux directement du coup utiliser notre solution et l'intégrer sans même avoir à rien coder. Ok. Et du coup, je voulais revenir sur la partie orga. Tu disais toutes les équipes, elles bossaient toutes au même endroit. Techniquement, tout était imbriqué. Les équipes, elles font quoi avec cette séparation banking, bridge? Moitié des équipes restent chez banking, l'autre moitié reste chez... Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu l'essentiel des équipes technologiques qui sont restées chez Bridge avec moi. Bankin a un petit peu reconstitué et tout simplement re-recruté sa propre équipe suite à ça. L'idée derrière ça, c'est que Bridge, c'est la partie qui porte l'agrément. On n'en a pas encore parlé, mais la spécificité de notre secteur et de notre société, c'est qu'on a un agrément officiel qui est délivré par l'ACPR, qui est du coup l'organisme de contrôle prudentiel, qui est une sous-partie de la Banque de France. Et donc on a un agrément, c'est pas un agrément bancaire, mais c'est un agrément qu'on appelle le 7 et le 8, qui permet d'opérer et de se connecter du coup aux API des banques. Donc on est encadré, on a des obligations. On a des obligations en termes d'effectifs, technique, sécurité, conformité. Et du coup, c'est notre bien le plus précieux aujourd'hui, cet agrément. Si on le perd, on peut plus rien faire. Donc, dans cette stratégie-là, conserver une équipe technique forte, tant en termes de sécurité qu'en termes d'opération de tous les jours, c'était critique. Surtout que Bankin reste un de nos clients. Donc on a voulu absolument sécuriser cette partie-là et Bankin a du coup recruté une nouvelle équipe et la plupart des gens sont passés avec moi chez Bridge. Et ça, j'imagine que c'était déjà vu, discuté avant la vente, quoi.
c'est des éléments c'était clair pour l'acquéreur de Bankin que l'équipe restait. Tout à fait, tout Ouais, à fait. ok. Donc du coup, ça s'est fait smooth, quoi. Oui, oui, de toute façon, c'était dans l'intérêt de tout le monde, puisque Bankin n'a pas l'agrément pour pouvoir D'accord. opérer, par choix aussi, parce qu'il y a toutes ces contraintes. L'idée étant du coup que nous, on puisse continuer à alimenter Bankin et à faire fonctionner son service, au même titre que tous nos autres clients, et pour ça, eh ben, il nous fallait l'effectif pour pouvoir le faire. Ok. Et Bridge, c'est à destination des. Enfin, on pourra. C'est plutôt une solution B2B, B2C. Enfin, ça s'adresse à tout le monde, du coup, c'est la solution que vous avez. Alors, on est Vous la vendez en B2B, mais elle s'adresse. Enfin, elle sera. Alors, on est complètement B2B, Ouais. seulement B2B, donc on travaille avec un ensemble de sociétés sur plusieurs secteurs. Un de nos plus gros secteurs, c'est le secteur de la comptabilité, donc tout ce qui concerne les logiciels de comptables comme Sage, RCA, Penny Lane, Indy, qui nous, du coup vont pouvoir nous intégrer, utiliser notre solution pour pouvoir faire du rapprochement de Tu connais factures. Romain Koenig, peut-être? Non. Non. De Indie, justement, CTO de Indie que j'ai reçu sur le podcast. Que du coup, vous avez. Alors, je ne connais pas le CTO, je connais Le DG. comme Fouk, voilà, qui était un des amis de mon cofondateur et que j'ai croisé plusieurs fois. Ok. Mais effectivement, c'est aussi comme ça que on a construit notre aventure en parallèle parce que ils ont utilisé notre solution très tôt et on les a vus décoller très fort, Indy. Et c'est vrai que ça marche bien. Ouais. On leur passe un petit coucou. Ok, ok, ok. Et ben, on arrive tout doucement au moment où je vais te demander te poser quelques questions un peu finales. Euh, est-ce que tu as un surnom autre que Manu? Alors non, malheureusement, Vraiment, tout le c'est monde t'appelle vraiment Manu. Manu, Manu. Même mes parents m'appellent Manu. Ok. Donc, quoique, Ah, dans l'équipe, on m'a souvent appelé Facos. Parce que alors mon là, va email, falloir que tu racontes l'histoire. parce que mon email perso, c'est Facos Tadana. Facos quelque chose. Ça veut dire famille Costa. D'accord. Et du coup, j'ai eu le malheur de le dire à mes équipes un jour. Et depuis, il y a certaines personnes qui m'appellent Facos. Ok. Ah ouais, c'était bien d'avoir le storytelling parce que là, Oui. du coup, on savait pas d'où ça venait. Sinon, Et en plus, effectivement. ça fait un peu écho à mes origines portugaises. Donc, du coup, voilà. Ok. Est-ce que une phrase, une expression, un proverbe, une idée qui t'accompagne? Alors, moi, j'aime beaucoup les locutions latines. Et du coup, j'aime beaucoup Alea Jacta Est. Et je pense que ça a beaucoup reflété les différents choix que j'ai pu faire. Il y a un moment où j'aime bien arrêter les choses, prendre la décision et en assumer les conséquences, bonnes ou mauvaises, mais y aller en fait. Je pense qu'il n'y a rien de pire que l'indécision de rien faire, de faire du surplace. Et du coup, je préfère prendre une décision qui parfois est mauvaise, parfois est bonne, mais au moins elle a été faite. Au moins, elle est prise Au et moins elle est prise. allez à Jacques Est. Exactement. Ok. Est-ce que tu est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? J'allais te dire, allez à Jacques Est. Euh, non, mais je pense que c'est 12 ans. J'aime bien ce chiffre parce que ça reflète quand même pas mal de sacrifices. Euh, 12 ans d'aventure, je pense. Parce que au-delà de- des points bas, des points hauts, ça reste quelque chose de tellement enrichissant que c'est 12 ans d'aventure. 12 ans d'aventure. Et alors, du coup, tu parles d'aventure. Est-ce qu'il y a
deux, trois moments, nuit blanche ou fort, enfin des moments courts dans ces 12 ans d'aventure qui ressortent là, si je te dis, voilà, il y a deux, trois trucs, deux, trois flashs qui ressortent en 12 ans là, t'en partageras un ou deux. Oui. Je me rappelle au tout début, deux choses. Déjà, quand je me présente devant la conseillère de Pôle emploi, avec tout mon respect, et mes deux diplômes d'école d'ingé et d'école de commerce, et qu'on crée mon dossier, elle me demande quel est le diplôme que j'ai. J'en ai deux. Elle me dit, bah, il n'y a qu'une seule case. Alors, choisissez un des deux. Voilà, ça. Je m'étais dit que le reste allait être assez long. Il y a le passage où les locaux de l'entreprise ont été dans mon appartement pendant 2 semaines, entre deux vacances de bureau. Ça n'a pas duré longtemps, ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais je m'en souviens très bien de voir tout le monde débarquer dans mon 18 mètres carrés pour pouvoir travailler. Et non, après, je pense que le premier investissement fait par nos business angels, Ça, c'est fort aussi, ouais. ça a été assez game changer parce qu'on a énormément appris sur du coup la négociation, le pack d'actionnaires, qu'elle est du coup être vraiment bien structurée, etc. Et c'est Vous surtout n'aviez pas de pack d'actionnaires avant Si on en avait, mais le truc classique, le template qu'on trouve sur Internet. Euh, avec eux, là, avec on les a vraiment professionnels grandi. derrière. Et c'est surtout des gens avec qui on est toujours en contact 12 ans après et qui nous ont énormément aidés. C'est eux qui rachètent la partie banking après. Non, rien à voir. Eux ont fait leur exit en même temps. D'accord. Et du coup, on leur a aussi apporté de la valeur grâce à ça, et j'en suis très content parce qu'ils sont rentrés dans leurs frais. Et du coup, est-ce qu'on peut, on peut donner les noms? Oui, tout à fait. Donc on avait Simon Dola, Franck Luer et Didier Kuhn qui nous ont accompagnés depuis le début et qui nous accompagnent encore de façon informelle aujourd'hui, et les remercie vraiment chaleureusement d'ailleurs pour ces nombreuses années passées ensemble. Eh ben, merci pour ce petit coucou. Un ou deux autres moments fort après ou pas? Alors, je pense que la première levée de fonds institutionnelle, du coup, on a levé plusieurs millions. Là, on entrait vraiment dans une autre dimension. On a vraiment vécu cette période de scale. On a vraiment beaucoup recruté. Et l'équipe est passée très vite, voilà, de 25 à 50, à 60, etc. Et là, on a passé par toutes les erreurs, toutes les joies, toutes les peines de ce genre d'étape. Moi, du coup, c'était, enfin, les erreurs et les joies, t'en as deux, trois à retenir. Les erreurs, c'est de ne pas structurer assez vite tout ce qui concerne le management, l'encadrement, etc. De ne pas faire évoluer assez vite les process, comment on manage, sur quoi, les critères, comment on entraîne les gens, etc. Toutes ces choses qui nous manquent un peu quand on a démarré directement dans l'entrepreneuriat. On n'a pas forcément cette base managériale qu'il faut qu'on rattrape très vite. Et ça, c'est du coup, voilà, c'est quelque chose une erreur sûrement que je referai plus, et on le mettrait l'accent dès le début. Parce que là, tu pars sur une nouvelle phase de scale avec la levée de fonds. Alors comment tu vois les choses là dans les 18 mois, 2 ans à venir? Alors on part pas sur une phase de scale d'équipe, parce que comme le contexte était du coup cette transformation et cette séparation d'une entreprise en deux, j'avais déjà l'équipe. Donc je pars déjà avec une équipe complète. Et en fait, l'essentiel, les moyens aujourd'hui vont être mis sur la force commerciale, le développement du marketing, vraiment la construction de monétiser la stratégie et développer et du business. cette partie 2. Pour donner une petite idée, aujourd'hui, on est un peu plus de 60 chez Bridge. Il y a déjà la moitié des effectifs, donc une trentaine de personnes qui sont dans la tech. Donc on est déjà très bien orienté staffé, tech. Ouais, très orienté tech. Ok. Est-ce que
Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose? C'est peut-être après 12 ans, comment je verrai l'avenir? Tu veux dire l'avenir après Bridge? L'avenir après Bridge, tout à fait. Elle est marrante ta question, parce que c'est vrai que bon, tu viens à peine de séparer les deux activités, donc c'est vrai que c'est marrant de poser la question et de se dire, ok, mais peut-être dans 7, 8, 10 ans. Du coup, alors, tu le vois comment l'avenir après Bridge? Moi, j'ai plusieurs directions aujourd'hui où je me pose forcément des questions. Déjà, j'ai envie de voir l'aventure Bridge jusqu'au bout, voir jusqu'où on va aller, est-ce qu'on va réussir notre pari de faire du virement un moyen de paiement du quotidien. Et ensuite, en fonction un petit peu de ce résultat-là, soit je repars from scratch, Ah ouais. en recréant quelque chose. Et c'est quand on est entrepreneur, on a toujours cette idée en tête là. On a toujours se dire, ça ferait un bon business, il y aurait peut-être quelque chose à faire, etc. On a toujours un petit peu cette idée là voilà. Et les évolutions là qu'on voit aujourd'hui arriver avec l'intelligence artificielle, etc., on en parle un petit peu dans notre milieu, mais c'est quand même pas mal occulté par tout le reste de l'actualité. Mais ça va être un changement majeur dans les prochaines années. Oui, là on parle, GPT-4 est sorti voilà. il y a quelques jours et tout le monde en parle. Ouais. C'est le début. Oui, mais c'est le début parce que les use cases sont pas encore, que c'est pas rentré dans les usages, quoi. Mais ça va être assez fou, quoi, effectivement. Oui, mais je pense que les politiques, la société civile, etc., n'a pas encore pris la mesure de la vague que ça va engendrer dans tous les secteurs. Et pas forcément que dans le secteur tech. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont être profondément bouleversés par cette révolution-là. Donc la question est de se dire, dans ma boîte actuelle et peut-être un jour dans ma boîte future, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Moi, je pense que oui. Il y a plein de nouveaux métiers qui vont apparaître et qui vont tourner autour de ça. Bon, on sent que ça sera pas les idées qui vont manquer, en tout cas. Hâte de voir déjà dans les premières années à venir comment vous allez vous développer, continuer le développement de Bridge. Et puis, hâte également, mais ça dans un peu plus longtemps, peut-être voir les aventures d'après. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.